La plupart d'entre nous pensent que les produits alimentaires falsifiés ne concernent que les marchés et les petits étals. C'est une erreur. La falsification alimentaire est l'un des plus grands problèmes de toute l'industrie agroalimentaire et elle se produit exactement là où nous faisons nos courses quotidiennes, c'est-à-dire dans les grandes enseignes et les supermarchés populaires. Dans cet épisode, nous allons passer en revue 20 produits concrets. Miel, beurre, huile d'olive ou même café. Ce ne sont là que quelques-uns des produits fréquemment falsifiés. Pour chacun, je te dirai exactement ce qui est substitué et comment tu peux le repérer. Parce que si tu dépenses ton argent durement gagné, autant savoir exactement ce que tu achètes. Le premier produit, c'est le miel. Le miel est l'un des produits alimentaires les plus fréquemment falsifiés au monde. Et on ne parle pas ici du miel artificiel bon marché, que tu peux acheter et sur l'emballage duquel il est clairement écrit qu'il s'agit de miel artificiel. Le problème concerne le vrai miel, celui pour lequel tu paies le prix normal. En quoi consiste la tromperie ? Les producteurs sucrent le vrai miel avec du sirop de maïs, du sirop de glucose-fructose ou du simple sucre de table. Résultat, le miel a le même aspect. Il a un goût similaire, mais ses valeurs nutritionnelles sont nettement plus faibles. Tu paies pour du miel, mais tu reçois en réalité un sirop sucré. Le deuxième truc, ce sont les étiquettes. Sur le devant de l'emballage figure souvent une grande inscription de ruchers locaux. Au dos, en petits caractères, on lit souvent « mélange de miel de pays de l'UE et hors UE ». En pratique, cela signifie souvent du miel chinois, produit selon des méthodes complètement différentes et avec des normes de qualité différentes de celles du miel local. Comment se protéger de tout ça ? Achète de préférence ton miel auprès d'apiculteurs locaux, et si tu achètes du miel en magasin, le prix est généralement le meilleur indicateur. Plus le miel est bon marché, plus le risque est grand que quelqu'un ait fait des économies dessus. Le deuxième produit, ce sont les jus de fruits. Selon la loi, il est interdit d'ajouter du sucre ou des additifs artificiels au jus de fruits. Il n'y a aucune place ici pour la combine. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une règle stricte de l'Union européenne. Et pourtant, la falsification des jus est très répandue. Comment ça marche exactement ? La plupart des jus en magasin sont ce qu'on appelle des jus reconstitués à partir de concentrés, c'est-à-dire du jus concentré, redilué avec de l'eau jusqu'à sa concentration naturelle. Le problème commence quand le producteur ajoute plus d'eau qu'il ne le devrait. Pour masquer la dilution, il ajoute du sucre et des acides organiques industriels qui rétablissent le goût fruité. D'autres astuces courantes consistent à ajouter un jus moins cher à un jus plus cher, par exemple du jus de pomme dans du jus de cerise sans le mentionner sur l'étiquette, ou à utiliser du jus issu de marc et de peau au lieu de la pulpe des fruits. Résultat, tu achètes un jus de cerise qui, à l'intérieur, est principalement du jus de pomme, ou tu paies pour un jus à part entière et tu reçois de l'eau diluée avec du sucre. Si tu veux acheter un vrai jus, cherche le mot NFC sur l'étiquette. Ce sigle signifie Not from Concentrate, c'est-à-dire pas à base de concentré. Ces jus-là sont plus chers, mais tu as la certitude qu'ils sont authentiques. Les jus sont souvent falsifiés, mais le produit le plus fréquemment falsifié dans l'Union européenne arrive juste après. Alors regarde bien parce que tu l'as probablement chez toi. Mais les jus, ce n'est rien comparé à la charcuterie et aux saucisses. La plupart d'entre nous se rendent compte que la charcuterie et les saucisses en magasin sont des produits assez particuliers, traités avec pas mal de produits chimiques et de conservateurs. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Le problème avec elles se situe ailleurs. Premièrement, la teneur en viande. La réglementation exige que le pourcentage de viande dans le produit figure sur l'étiquette. Mais la viande, au sens juridique, ce n'est pas seulement ce que tu entends par ce mot. Cela inclut aussi la graisse et le tissu conjonctif. Donc une saucisse avec 90% de viande peut en pratique être principalement composée de graisse et de cartilage. Deuxièmement, les abats. Les producteurs ajoutent à la charcuterie des abats non déclarés, cœur, poumon, couenne, sans les mentionner explicitement sur l'étiquette. Troisièmement, la substitution d'espèces. Du porc se retrouve dans des produits présentés comme étant du bœuf ou de la volaille. C'est particulièrement important pour les personnes qui, pour des raisons de santé ou de régime, évitent le porc. En achetant de la viande au rayon boucherie, il est difficile de connaître la vérité. Si en revanche tu achètes de la charcuterie et des saucisses emballées, alors plus la liste des ingrédients est courte, et plus la viande d'une espèce précise figure haut sur cette liste, mieux c'est. Et maintenant, un produit qui pourrait surprendre beaucoup de gens, le beurre. Le beurre semble être l'un des produits alimentaires les plus simples au monde. Il ne contient que 2 ingrédients, du lait et de la crème. Difficile d'imaginer une combine ici, non ? Il s'avère que c'est très facile. Le vrai beurre, par définition, ne peut pas contenir de matière grasse végétale, et ce n'est pas une question de qualité, mais de ce qu'est le beurre, tout simplement. Parce que si la composition contient de l'huile de palme, de colza ou de tournesol, alors ce n'est plus du beurre, c'est un mélange gras. Et c'est là que le problème commence. Les contrôles effectués en magasin détectent régulièrement des produits vendus comme du beurre, mais qui contiennent des huiles végétales bon marché. Le plus souvent de l'huile de palme.
L'huile de palme est exceptionnellement riche en acides gras saturés qui augmentent le taux de mauvais cholestérol. Donc, au lieu de beurre, tu reçois un produit potentiellement bien pire pour la santé. Le vrai beurre a une odeur délicate et lactée. Les mélanges gras sentent plutôt la margarine et ont souvent une couleur jaune artificielle intense. Si dans la composition tu vois autre chose que de la crème et éventuellement du sel, remets-le sur l'étagère. Et maintenant, un produit que tu bois probablement tous les jours, plusieurs fois. Le café. Concrètement, il s'agit ici du café moulu. C'est la deuxième matière première la plus échangée au monde, juste après le pétrole. Avec de telles sommes en jeu, il n'est pas surprenant qu'il soit falsifié. Le problème concerne surtout le café moulu. Pourquoi ? Parce qu'une fois le café moulu, tu es pratiquement incapable d'évaluer à l'œil nu ce qu'il y a vraiment dans le paquet. L'astuce la plus répandue consiste à remplacer l'arabica, plus cher, par le robusta moins cher, sans le mentionner sur l'étiquette. L'arabica est plus doux, plus aromatique et plus cher à cultiver. Le robusta est amer, contient plus de caféine et coûte nettement moins cher. Mais ce n'est pas tout. Des analyses de laboratoire ont montré que le café moulu est parfois mélangé avec de l'orge grillée, du seigle, du blé, de la betterave et même de la chicorée. À cela s'ajoutent des agents de charge comme le maïs, le soja ou le sucre. Tout ça pour augmenter le poids du produit à coût minimal. Pour t'en protéger, le mieux est d'acheter du café en grains et de le moudre toi-même à la maison. C'est la seule façon d'être certain de ce qui finit dans ta tasse. On a parlé du café, il est donc temps de parler aussi du thé. Ce produit aussi peut-il être falsifié ? Puisqu'il figure sur cette liste, il semble que oui. Commençons par ce qu'il y a dans le sachet. Le vrai thé, ce sont des feuilles séchées, roulées et coupées. En revanche, dans les thés en sachet les moins chers, au lieu de feuilles, tu trouves de la poussière de thé, c'est-à-dire un déchet de production, issu du tri et de l'emballage du thé de qualité supérieure. Cette poussière, c'est littéralement ce qui reste au fond après le traitement des feuilles normales. Qu'est-ce que ça signifie en pratique ? L'infusion à base de poussière est plus foncée et apparemment plus forte, mais elle contient beaucoup moins d'antioxydants, moins de composés intéressants, et a un goût beaucoup plus tannique et âpre. Le deuxième problème, ce sont les déclarations d'origine. Thé de Ceylan, thé de montagne, mélange premium. Ces termes sont souvent purement marketing et ne correspondent à aucune réalité. Mon conseil, c'est d'acheter des thés en feuilles de marque reconnue ou des thés avec un certificat d'origine. Plus le thé en sachet est bon marché, plus le risque est grand que le producteur bricole quelque chose. Attention, car voici maintenant le produit le plus fréquemment falsifié dans l'Union européenne. C'est l'huile d'olive. Ce n'est pas l'un des produits les plus souvent falsifiés, c'est le produit le plus souvent falsifié. C'est une phrase importante. En quoi consiste la tromperie dans ce cas ? Pour faire simple, on ajoute à l'huile d'olive des huiles végétales moins chères, le plus souvent de tournesol ou de soja. La bouteille ressemble à de l'huile d'olive. La couleur est la même, et le goût très proche. Pourtant, à l'intérieur, tu as un mélange pour lequel tu paies souvent un prix proche de celui de la vraie huile d'olive. Mais ce n'est pas qu'une question financière. L'huile d'olive est appréciée surtout pour son rapport favorable entre acides gras oméga 3 et oméga 6. C'est justement ce rapport qui est responsable de ses bienfaits pour la santé. L'huile de tournesol et de soja sont en revanche très riches en oméga 6 pro-inflammatoires. Quand on les ajoute à l'huile d'olive, ce rapport se dégrade et les bienfaits pour la santé de l'huile disparaissent pratiquement. Le deuxième schéma consiste à vendre une huile de qualité inférieure sous l'appellation extra vierge, c'est-à-dire la catégorie la plus haute, obtenue exclusivement mécaniquement sans utilisation de produits chimiques. En réalité, il peut s'agir d'huile raffinée de qualité inférieure. La prochaine fois, cherche sur l'étiquette le nom du pays d'origine des olives, pas seulement le pays de mise en bouteille, et évite les huiles extra vierges très bon marché. À un tel prix, quelque chose cloche forcément. Les huiles végétales. Alors que peu de gens ont de l'huile d'olive chez eux, presque tout le monde a de l'huile de colza ou de tournesol. Ici, la falsification est un peu différente de celle de l'huile d'olive, mais le mécanisme est le même. Il s'agit d'économiser sur la production. Le premier schéma, c'est l'huile pressée à froid contre l'huile d'extraction. La pression à froid est une méthode mécanique, plus chère, qui préserve les valeurs nutritionnelles. L'huile d'extraction est obtenue à l'aide de solvants chimiques à partir de ce qu'on appelle les tourteaux, c'est-à-dire les déchets issus du pressage. Elle est beaucoup moins chère à produire. Le problème survient quand le producteur mélange ces deux versions et vend le tout comme étant pressé à froid. Deuxième schéma, l'ajout de graisse animale, par exemple de volaille ou de bœuf, à l'huile végétale. C'est particulièrement important pour les végétariens et les végans qui pensent acheter un produit 100% végétal. Si tu veux être sûr à 100% d'acheter une huile de la meilleure qualité, choisis celle avec un certificat de pression à froid. Et maintenant, les fromages à pâte pressée. Personnellement, je suis fan de fromage et c'est un produit que la plupart d'entre nous mangeons régulièrement sur une tartine, dans un gratin ou sur une pizza. Et c'est justement pour ça que ce sujet est si important. Sur le marché, à côté du vrai fromage, circule quelque chose que l'industrie appelle un produit type fromage.
Ça sonne inoffensif, mais le diable se cache dans les détails. Au lieu de lait, on a ici de la graisse végétale, le plus souvent de palme. Au lieu de protéines laitières, on ajoute de l'amidon, des arômes et des émulsifiants. Le produit est jaune, fond, s'étire et ressemble à du fromage, mais ce n'en est pas. Pire encore, il coûte environ 40% moins cher à produire que le vrai fromage. C'est pourquoi on le retrouve surtout là où le fromage n'est qu'un ingrédient parmi d'autres, par exemple dans les pizzerias, les gratins surgelés ou les plats préparés. Le deuxième problème, ce sont les fromages importés avec des déclarations d'origine falsifiées. Vendus comme italiens, français ou hollandais, mais produits ailleurs, selon d'autres méthodes et à partir de matières premières de moindre qualité. Et encore un mot sur les fromages. Il s'agit du parmesan, c'est l'un des fromages les plus reconnaissables au monde et l'un des plus volontiers contrefaits. Le vrai parmesan, le Parmigiano Reggiano, est produit exclusivement dans une région précise d'Italie, à partir de lait de vache nourri à l'herbe et au foin. Il affine au minimum 12 mois et est soumis à une protection légale stricte. Le kilo coûte cher, mais ça en vaut la peine. Le problème, c'est que les rayons des magasins regorgent de produits appelés parmesan, qui n'ont rien à voir avec l'original. Ils sont produits en Pologne, en République tchèque, en Chine, à partir de lait aux paramètres complètement différents, sans période d'affinage, avec ajout d'agents de charge, et sont vendus dans des emballages qui imitent visuellement l'original. Il y a encore un détail marquant. L'agence américaine FDA a amené, il y a quelques années, des analyses de parmesan râpé vendus en supermarché. Dans certains échantillons, elle a détecté un ajout de cellulose, c'est-à-dire, littéralement, du bois transformé, ajouté comme agent anti-agglomérant. En résumé, le vrai parmesan porte la mention Parmigiano Reggiano DOPE sur l'étiquette. Tout le reste n'est qu'un fromage au nom inspiré de l'original. Tu vas parfois en montagne, dans des régions à produits traditionnels ? Alors écoute plutôt cette histoire sur un fromage fumé traditionnel appelé oskipek. L'oskipek est un produit que la plupart des Polonais connaissent et associent aux montagnes, à la transhumance des moutons et à une tradition vieille de plusieurs siècles. Et c'est justement cette association qui est exploitée contre les consommateurs. Le véritable oskipek bénéficie d'une protection de l'appellation d'origine au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Il doit être fabriqué à la main, dans des bergeries, dans une région précise du Podhale, uniquement de mai à octobre, car c'est seulement à cette période que les moutons sont en pâturage et donnent un lait aux propriétés adéquates. Il doit contenir au minimum 60% de lait de brebis. Le reste est du lait de vache. Et maintenant, la réalité. Dans les magasins de toute la Pologne, toute l'année, tu trouves des produits appelés oskipek. Ils sont fabriqués industriellement à partir de lait de vache, fumé avec des arômes artificiels au lieu de bois. Même en montagne, il arrive qu'il y ait des fraudes. Les producteurs déclarent les 60% de lait de brebis requis, mais en réalité on utilise beaucoup moins, parce que le lait de vache est moins cher et plus facile à obtenir. Achète donc l'oskipek directement auprès des bergers ou dans des points de vente certifiés. Hors saison, le véritable oskipek n'existe tout simplement pas. Passons maintenant à un autre produit important pour beaucoup de gens, le vin. Le vin est falsifié depuis littéralement des milliers d'années. Ce n'est pas un problème nouveau. C'est l'une des pratiques les plus anciennes de l'histoire du commerce, et pourtant, elle fonctionne encore. En quoi consistent les fraudes modernes ? Le premier schéma, et le plus répandu, c'est le sucrage. On ajoute au vin du sucre de canne ou de betterave pour augmenter la teneur en alcool et améliorer le goût de raisin moins cher et plus acide. Dans de nombreux pays de l'Union, c'est illégal, mais difficile à détecter sans analyse de laboratoire. Le deuxième schéma, c'est la coloration. Le vin rouge bon marché est souvent renforcé avec des extraits de fruits riches en anthocyanes, le plus souvent du sureau noir. Résultat, une belle couleur profonde qui suggère la qualité. À l'intérieur, c'est du vin bon marché avec un colorant. Le troisième problème, et peut-être le plus répandu, ce sont les fausses déclarations d'origine. Chianti, Bordeaux, Rioja. Ces noms sont légalement protégés et devraient garantir une région précise, un cépage et une méthode de production précis. Pourtant, le marché ne manque pas de vins qui utilisent ces associations de manière à induire les consommateurs en erreur. Pour les vins régionaux, cherche les mentions AOP ou AOC sur l'étiquette. C'est la garantie légale de l'origine. Puisqu'on parle d'alcool, écoute aussi ce qui concerne les spiritueux. Vodka, whisky, brandy, rhum. Chacun de ces produits a ses propres méthodes de falsification et chacune touche soit le portefeuille, soit la santé. Commençons par la vodka. La loi précise exactement à partir de quoi elle peut être produite et comment elle doit être purifiée. Pourtant, certains producteurs utilisent de l'alcool technique ou de l'alcool moins bien purifié qui contient des alcools supérieurs, ce qu'on appelle des fusels. Tu ne sentiras pas la différence au premier verre. Tu la sentiras le lendemain car la gueule de bois sera pire. Le whisky et le brandy, quant à eux, posent un problème de vieillissement. La loi exige une durée de maturation précise en fût. C'est justement pendant ce processus que se forment le goût et l'arôme caractéristiques. Certains producteurs masquent l'absence de vieillissement en ajoutant du caramel, des arômes artificiels et des colorants qui imitent la couleur et le goût d'une boisson vieillie.
Le troisième schéma, ce sont les fausses déclarations d'origine. Du whisky écossais produit hors d'Écosse. Du cognac sans aucun lien avec la région française de Cognac. Des appellations légalement protégées mais fréquemment détournées. Pourtant protégées, pour les alcools forts, mieux vaut s'en tenir à des marques reconnues et éviter les équivalents très bon marché de produits connus. Tu peux t'abonner ici si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, passons à la viande hachée. C'est justement ce produit pour lequel la falsification est particulièrement facile et particulièrement difficile à détecter. Une fois la viande hachée, tu es pratiquement incapable d'évaluer à l'œil nu ce qu'il y a réellement dedans. Le premier schéma, et le plus courant, c'est la substitution d'espèces. Tu achètes du bœuf haché et tu reçois du bœuf mélangé à du porc, ou de la volaille mélangée à du porc, ou de la volaille pure à la place du bœuf. Le deuxième schéma, c'est la teneur en matière grasse. La viande hachée devrait avoir une teneur en matière grasse déclarée sur l'étiquette. En pratique, cette teneur est souvent bien plus élevée que celle déclarée parce que la graisse est bon marché et la viande chère. Le troisième problème, c'est l'ajout d'eau. Certains producteurs ajoutent de l'eau ou des solutions de phosphate qui augmentent le poids du produit. À la cuisson, une telle viande rend beaucoup de liquide et rétrécit davantage qu'elle ne le devrait. Mon conseil, c'est de demander à faire hacher la viande sur place. C'est la seule garantie raisonnablement efficace de ce que tu reçois. Les produits de la mer. Le poisson est un produit pour lequel il est difficile de détecter la fraude, surtout après cuisson, panure ou sous forme transformée. Pratiquement personne n'est capable de distinguer une espèce d'une autre. Le schéma le plus répandu, c'est la substitution d'espèces. Un poisson moins cher vendu comme un poisson plus cher. Un exemple classique, ce sont les bâtonnets de poisson et les filets bon marché qui, en théorie, devraient être à base de cabillaud ou de colin, mais qui en pratique proviennent parfois d'espèces complètement différentes, moins chères. Il en va de même pour le saumon. Sur certains marchés, des études ont montré qu'une part importante du poisson vendu comme saumon atlantique provient en réalité d'espèces d'élevage moins chères, au profil nutritionnel moins bon. Le deuxième schéma, c'est le glaçage à l'eau. Les poissons surgelés sont plongés dans l'eau, qui gèle et forme une épaisse couche de glace autour du produit. Tu achètes 1 kilo de poisson, mais en réalité, la moitié de ce poids, c'est de la glace. La loi exige d'indiquer le poids du poisson hors glaçage, mais tout le monde ne s'y conforme pas. Le troisième problème, ce sont les fausses déclarations de mode de pêche. Du saumon sauvage à la place de saumon d'élevage, du frais à la place de décongelé. Pour t'en protéger, achète le poisson entier. L'espèce est alors beaucoup plus facile à identifier. Tu aimes la choucroute ? Alors voici justement quelques mots à son sujet. La choucroute est un produit que la plupart des Polonais considèrent comme quelque chose d'absolument basique et naturel. Et à juste titre, car la vraie choucroute est l'un des produits fermentés les plus sains qui soient. Riche en probiotiques, en vitamine C et en acide lactique. Le problème, c'est qu'une grande partie du chou vendu en magasin n'est pas fermenté mais acidifié chimiquement. En quoi consiste la différence ? La vraie fermentation lactique est un processus de fermentation naturelle. Elle dure de quelques jours à quelques semaines, elle nécessite du temps et des conditions adéquates. Pendant ce temps se forment des probiotiques naturels et de l'acide lactique, responsables du goût et des bienfaits pour la santé du produit. La méthode moins chère, c'est la simple acidification au vinaigre ou à l'acide citrique. L'effet visuel est identique. Le chou est acide, a le même aspect, mais zéro probiotique. Les bienfaits pour la santé sont pratiquement absents. Pire encore, la loi n'exige pas de distinction claire entre ces deux produits sur l'étiquette, donc les producteurs ne la font pas. La vraie choucroute a 2 ingrédients, du chou et du sel. Si tu vois du vinaigre ou de l'acide citrique, ce n'est pas de la choucroute fermentée. Passons maintenant à une épice appelée safran. Le safran est l'épice la plus chère au monde. Le kilo coûte de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Parce que la récolte du safran est entièrement manuelle. Chaque stigmate doit être cueilli à la main sur la fleur de crocu. Pour obtenir 1 kilo d'épices, il faut environ 150 zérofleurs. À un tel prix, il est évident que le safran est massivement falsifié. La méthode la plus répandue, c'est la substitution. Au lieu de stigmates de safran, on retrouve dans l'emballage des pétales de souci ou de cartame, des plantes qui ont une couleur orange-rouge similaire, mais aucune des propriétés gustatives ni des bienfaits pour la santé du safran. Pour un œil non averti, la différence est pratiquement invisible. Le deuxième schéma concerne le safran moulu. Ici, c'est encore plus facile. Au safran moulu, on ajoute d'autres épices moins chères ou des agents de charge, pour augmenter le poids. Ces agents de charge sont le curcuma, le paprika et même de la simple farine. Achète le safran exclusivement en filament, jamais moulu, et uniquement auprès de sources vérifiées. Le safran est une épice de niche. Et maintenant, quelque chose de plus courant, le chocolat. En quoi consiste le problème ? Le vrai chocolat contient du beurre de cacao, une matière grasse extraite des fèves de cacao, responsable de la fonte caractéristique en bouche et du goût profond. Le beurre de cacao,
est cher, c'est pourquoi de nombreux producteurs le remplacent partiellement ou totalement par des matières grasses végétales moins chères, de palme, de colza ou des huiles hydrogénées. Résultat, le chocolat a le même aspect, mais fond différemment, a un goût différent et un profil nutritionnel complètement différent. L'Union européenne autorise le remplacement de jusqu'à 5% du beurre de cacao par des matières grasses moins chères, mais tous les producteurs ne respectent pas cette limite. Le deuxième schéma, c'est la teneur en cacao. Une tablette portant la mention chocolat noir devrait contenir un minimum de 70% de cacao. Pourtant, certains produits vendus avec un aspect graphique similaire et un prix similaire en contiennent nettement moins, et le reste est complété par du sucre et des matières grasses végétales. Si cet épisode t'a ouvert les yeux, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Il y aura encore d'autres sujets de ce genre. Salut!